Salut Quentin, comment vas-tu? Ça va très très bien, salut. Et toi? Eh ben, ça va bien. Merci beaucoup d'accepter du coup cette invitation sur le podcast. Je suis super content de t'accueillir. Est-ce que tu pourrais te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas? Grosso modo, je suis Quentin. Le seul diplôme que j'ai reconnu, c'est un diplôme d'état de kiné. Et puis après, on pourrait dire que je suis un entrepreneur. J'ai quand même fait pas mal de choses. Donc voilà, Excellent. Quentin, kiné, entrepreneur. Excellent. Enfin, j'exerce pas, mais j'ai un diplôme de kiné. Entre autres, tu fais plein de choses. C'est pour ça aussi que voilà, je voulais t'interviewer parce que ton parcours est hyper inspirant et je pense que ça peut inspirer pas mal de gens. Tu fais aussi voilà, de l'optimisation fiscale. Tu accompagnes les gens aussi sur tout ce qui est voilà, expatriation fiscale et tout ça. Donc je trouve que c'est hyper intéressant. Euh, en quoi consiste exactement ton job sur la partie optimisation fiscale? Qu'est-ce que tu fais exactement pour tes clients? Alors, l'optimisation fiscale, ça peut être tellement de vaste parce qu'il y a l'optimisation fiscale pro, il y a l'optimisation fiscale perso, il y a l'optimisation fiscale française, il y a l'optimisation fiscale internationale. Mais grosso modo, ce que je fais beaucoup, moi, c'est l'optimisation fiscale done for you, c'est-à-dire vraiment en clé en main. Et aussi, parfois, les gens qui prennent, on va dire, c'est pas un accompagnement, mais qui ont une situation précise et qui ont besoin d'avoir des réponses. Donc, c'est plus du consulting. Et après, honnêtement, dès que je sais pas ou que je veux pas faire, je dis voilà, moi, je suis pas la bonne personne. Bien sûr. Mais le cœur du métier, c'est quand même, et le cœur des revenus aussi, c'est l'optimisation fiscale internationale, plutôt pour les professionnels et plutôt clé en main. Ok. Donc en gros, ce que tu dis, c'est que tu accompagnes les personnes qui veulent changer leur résidence fiscale entrepreneuriale finalement, où leur, comment dire, où leur entreprise est basée, et du coup, tu les accompagnes là-dessus pour leur permettre d'optimiser leur revenu. Et voilà, et là, on rentre directement dans la technicité, mais ouais, en fait, on peut changer de résidence fiscale nous-mêmes, toi, Steve, moi, Quentin, en Ouais, tant que personne physique, on est une personne physique, sûr. mais on peut changer aussi la résidence fiscale d'une personne morale, pour faire simple, une société. Donc, l'expatriation, c'est aussi l'expatriation d'une société, on pourrait dire, alors ça n'existe pas ce terme-là, mais grosso modo, oui. Alors, on va jouer sur soit l'expatriation de la personne physique, soit l'expatriation de la personne morale, la société. Et moi, j'utilise pas énormément de types de sociétés parce que, en fait, je me suis créé un modèle qui jamais aurait dû être commercialisé. En fait, je le fais moi pour moi depuis 2020 et je me suis rendu compte que les gens avaient un intérêt, etc. Donc, je me suis dit, je suis pas plus intelligent ni plus con que la moyenne, je vais en faire une offre. Et le but du jeu, c'est de voir si c'est adapté, moi, ce que je fais aux gens ou pas. Mais pour répondre à ta question, oui, ça va être soit l'expatriation ou changer de résidence fiscale. Alors voilà, désolé, mais il ne faut pas confondre le fait d'être résident d'un pays, d'être résident fiscal d'un pays, d'avoir la nationalité du pays, de contrôler l'activité dans le pays, de vivre dans le pays, etc. Donc voilà, mais ce qui nous intéresse, c'est la résidence fiscale, soit de la personne physique, toi, moi, soit de la personne morale de la société. Ok, hyper intéressant. Et c'est quelle typologie d'entreprise qui viennent te voir, de personnes ou d'entreprises? Alors, je vais dire qu'il y a ceux qui viennent me voir et ceux qui sont clients. C'est majoritairement des professionnels, mais c'est aussi parce que moi, mon discours est orienté professionnel et parce que je travaille plutôt avec des professionnels. On en parlera d'ailleurs peut-être l'optimisation fiscale des particuliers. C'est encore un autre domaine. Mais c'est plutôt, donc ça va être vraiment de tout. Alors, c'est pas forcément les énormes groupes ou les grands groupes parce que souvent, ils ont des avocats ou ils font tout en interne, etc. Mais ça peut être soit des gens qui se lancent et vraiment on va dire, si je devais faire un avatar client, c'est plutôt le freelance, l'indépendant ou l'agence qui va faire à partir de 50, 60, 70 000 par an. Et je dirais que la moyenne, ça va être 100, 150, 200, 300 000 euros par an. Alors, on a des gens, hein, j'ai un record à une personne qui fait des millions d'euros de bénéfices. Et puis, j'ai des gens qui se lancent et qui veulent avoir un avis pour éviter de se tromper. Donc, voilà. Mais on va dire, moi, je n'aime pas dire, ouais, j'ai telle cible. Mais c'est plutôt les indépendants, freelance, agences, etc. Ok. Les fameux coachs, consultants, thérapeutes, etc. sur Internet, quoi. Les coachs qu'on voit partout, Voilà, c'est c'est ça, ça. voilà, le cliché. Ouais, c'est ça. Ouais. Intéressant, intéressant. Et du coup, bah, on en parle, du coup, je sais pas, moi je suis un coach, je suis un freelance, je suis une personne voilà, qui gagne ma vie sur Internet. Ouais. Hypothétiquement, je veux payer moins d'impôts, je veux trouver des solutions. Qu'est-ce que toi, tu as trouvé comme solution pour payer moins d'impôts en restant dans la légalité? Je mets l'accent Alors, là-dessus parce que l'idée, c'est voilà, d'être dans la on parle légalité. d'optimisation fiscale française ou internationale, là, déjà? On peut commencer française. Alors, déjà, l'optimisation fiscale française, je ne les ai pas en tête, mais moi, je fais plutôt de l'optimisation fiscale internationale clé en main. Et comme j'en avais marre d'avoir des gens en consultation en leur disant, voilà, moi, je fais de l'international, mais dans votre cas, tout simplement, ça ne sera pas légal. Ouais. Donc, je vous conseille plutôt de faire de l'optimisation fiscale française.
Et ben en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été faire des recherches et j'ai trouvé à peu près 16 leviers d'optimisation. Alors, c'est pas miraculeux, mais quand même, mis bout à bout, ça fait vite des dizaines, voire même des centaines de milliers d'euros à l'échelle d'une carrière. Alors ça, au début, je les avais mis dans une formation, puis j'ai pas voulu être étiqueté ou j'ai pas voulu vendre de formation. Donc actuellement, j'ai tout mis dans un school, 16 leviers d'optimisation. Mais je vais donner des exemples, allez, des exemples que les gens connaissent un petit peu moins. Un des plus connus, ça va être tu travailles de chez toi, et ben, tu vas pouvoir te louer à toi-même en fait une partie de ton bureau. L'administration fiscale va admettre jusqu'à 25-35%. On va prendre 12 mètres carrés parce que tu es entrepreneur, oui, tu as peut-être des bureaux, mais en étant entrepreneur, tu travailles tout le temps, donc tu vas pouvoir récupérer, on va dire, une partie de ton loyer. Un levier d'optimisation, par exemple, qui est beaucoup moins connu, imaginons tu as créé ta marque, ouais, tu crées une marque parce que tu as envie de faire une franchise et tu appelles ça, on va l'appeler Toito Compagnie. OK? Ça, c'est ta marque. Bah, ce que tu pourrais faire, c'est déposer ta marque à titre personnel et ensuite ta société va exploiter ta marque. Et l'avantage, c'est que si, par exemple, moi, je t'interviewe sur mon podcast ou sur ma chaîne YouTube et que je te rémunère, Ouais. eh ben, ça, tu pourrais exploiter ta marque et ça serait moi qui te payerais. Et en fait, c'est là où on va jouer entre l'optimisation perso et l'optimisation pro. Et si je te dis pas de bêtises, ça va être ce qu'on appelle des contrats de licence et de cession. Et en fait, là, ta société va pouvoir te rémunérer entre 8 et 12% du chiffre d'affaires. Et donc là, ça fait vite des montants énormes, etc. Donc, c'est des petits leviers d'optimisation. Moi, j'ai pas de problème à le dire. Ce qui est chiant en France, c'est que c'est technique, Bien sûr. que malheureusement, j'ai pas de honte à le dire, après avoir fait plus de 1100 consultations, c'est pas forcément le métier des experts comptables. Et alors, c'est pas très dur d'optimiser en France, de trouver les pistes pour optimiser, mais après, faut remplir des CERFA, etc. Donc, pour répondre à ta question, moi, en fait, j'ai tout mis actuellement, j'ai mis dans une communauté school. Je sais pas au moment où les gens verront la vidéo où ça sera, mais voilà. Et puis, j'ai pas envie d'en faire mon cœur de métier de l'optimisation fiscale française. Pourtant, il y aurait de quoi faire, quoi. Ouais, c'est clair, c'est clair. Ok, intéressant. Intéressant. Et du coup, sur la partie internationale, encore une fois, qu'est-ce qu'un freelance peut faire? Je sais pas, une personne qui habite en France et qui n'a pas forcément envie de bouger. Est-ce que c'est possible de payer moins d'impôts, encore une fois? Comment, comment toi Alors, tu vois? tu veux la version légale, borderline, la version illégale, les trois versions? Parce qu'il y a ce qu'on voit sur Internet, ce qui est possible, hein. Bah, on peut tout voir, c'est intéressant. Du coup, j'aimerais bien savoir un petit peu Alors, tout la ce qui est version la faisable. plus facile que vous allez voir sur Internet, c'est tu crées une LLC et tu payes zéro impôt. Oui, mais en fait, c'est tout simplement parce que tu déclares rien. Ouais, LLC, en fait, c'est une société transparente fiscalement. Pour essayer de simplifier au max, pour que vous compreniez, un autre exemple, l'auto-entreprise. L'auto-entreprise, c'est une société transparente fiscalement. C'est-à-dire que l'auto-entreprise ne paye pas d'impôt en tant que telle. C'est nous, moi, Quentin ou toi, Steve, à la fin du mois, tu sais, on fait notre petite déclaration. Donc, c'est nous qui déclarons. Donc, j'ai envie de te dire, bah, tu n'as même pas besoin de faire une LLC, hein. Tu fais une auto-entreprise, tu déclares rien, tu as payé zéro impôt. Donc, bien évidemment, c'est totalement illégal. J'avais fait des vidéos là-dessus, mais ça, c'est la première partie qu'on voit beaucoup sur Internet. Deuxième chose, et moi, on va dire, je plaide coupable, mais ça fait partie du jeu. Quand on m'écoute sur Internet, on peut se dire, ouais, vas-y, on fait n'importe quoi, je mets ma boîte à l'étranger, etc. Non. En fait, là, on va rentrer dans les conventions fiscales. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que la France a énormément de conventions fiscales dans le monde. C'est le deuxième pays au moment où on fait la vidéo qu'on en a le plus après le Royaume-Uni. On en a plus de 120, je crois, de mémoire. Et donc, là, on va se référer aux conventions fiscales. Les conventions fiscales, elles sont là, en fait, pour réglementer, pour simplifier ouais, le droit international. Et pour résumer au maximum, et si tu me permets, je vous partagerai l'exemple d'Amazon qui permet de bien comprendre les choses. C'est, on a beau mettre ta société à l'étranger, alors je vais te donner les clichés, Andorre, Dubaï, Estonie, etc., Hong Kong. Si tu es en France, et je vais résumer au maximum, si tu contrôles tout depuis la France, que tu bouges pas de France, que voilà, tu contrôles tout depuis la France, légalement, la France peut t'imposer. Donc, c'est illégal. Si tu as ce qu'on appelle un établissement stable en France, un établissement stable, c'est un bureau, une usine, un atelier, alors ça va plus loin, plus de pétrole, etc. Ça, c'est imposé en France. Amazon, par exemple, ne paye pas d'impôts en France parce que dans les conventions fiscales, un lieu de stockage, de livraison, d'expédition n'est pas considéré comme un établissement stable. Ce qu'il faut retenir, tu restes en France, tu bouges pas de France, tu es imposé en France. Donc, ça devient illégal. Alors, il y a quelques petites subtilités, quelques petites stratégies que je ne vais pas dévoiler, mais voilà, il faut faire attention. Et puis après, c'est aussi, il y a des gens, ils ont aussi une certaine appétence. Moi, je ne suis pas là pour juger les gens. Il y a des gens qui ont aussi un discours, je le vois de plus en plus, malheureusement. Je veux rien payer en France, je veux pas payer un euro d'impôt. Ok, c'est pas légal dans ton cas. Je m'en fous. Ok, ce qu'il faut juste, c'est expliquer les choses aux gens. Moi, ce qui m'énerve un peu sur Internet et de manière générale, c'est quand on dit aux gens, tu paieras zéro d'impôt. Oui, tu paieras zéro d'impôt parce que tu n'as rien déclaré. Tu peux aussi conduire bourré. Tant que tu ne te fais pas choper, c'est bon. Voilà. ouais, c'est Mais vrai. ce qu'il faut retenir, c'est que déjà, si on a un établissement stable en France, il sera imposé en France. Pour faire simple, vous avez une pizzeria en France, ça sert à rien quand vous Bien mettez une sûr. société à l'étranger qui détient la pizzeria, vous serez imposé en France également. Et si vous faites tout depuis la France,
pas de collaborateurs à l'étranger, pas de direction de prise de décision de l'étranger, que vous bougez pas, enfin, non, ça va être compliqué. Enfin, ce sera pas légal, en fait, c'est tout, hein. Ouais, bien sûr. Ouais, c'est des risques pour pas grand-chose, quoi. Si c'est pour pendant un an, tu vas peut-être pas payer d'impôts, mais après, ils vont te rattraper et tu vas te faire allumer, quoi. Ouais, alors après, il y a sûrement des dizaines de milliers de personnes qui ont les fameux LLC aux États-Unis, qui sont en France, voilà. Alors, une fois de plus, moi, je suis pas là pour juger, mais si vous faites ça, évitez de le créer sur tous les toits sur Internet, quoi. Ouais, bien sûr. C'est tout. Ok. Et donc, quand tu dis établissement stable, c'est un endroit où est géré les grandes décisions de ta boîte. Comment t'expliques l'établissement stable, pardon? Alors, l'établissement stable, moi, j'explique rien. J'ai la convention fiscale. Un établissement stable, c'est un bureau, un siège de direction, une usine, un atelier, une ferme, une plantation, un puits de pétrole. Tout ça, c'est des établissements stables. Et après, c'est une très, très bonne question qui est énormément la majorité, on va dire, de moi, comment je me crèse la tête pour mes clients, etc. C'est la notion d'agent dépendant. Pour faire simple, si toi, tu contrôles tout depuis la France et que tu n'as pas euh, des actes, désolé pour la technicité, qui vont être caractérisés de préparatoires ou auxiliaires, dans ce cas-là, potentiellement, tu peux être requalifié. Et donc après, il faut justement qu'on puisse soit te structurer pour que tu aies des actes préparatoires ou auxiliaires, soit qu'on te crée un établissement stable réel, pas forcément virtuel, bien sûr, pour dire que les prises de décision sont faites de l'étranger ou que les prises de décision soient vraiment faites de l'étranger. Et puis après, moi, mon rôle, c'est surtout de dire aux gens, enfin en tout cas moi c'est mon discours, c'est surtout ne changez pas votre style de vie pour les impôts, c'est aller vivre la vie que vous voulez et puis à voir comment on peut optimiser ou pas. Et puis moi j'ai aucun problème. Les gens, je leur dis, bah, tout, attendez, là, c'est pas légal, ou si vous voulez, faites-le, ok. Et là, je peux pas vous aider. Donc, le meilleur conseil que je peux donner, moi, en tout cas, de ce que je vois, c'est je préfère que les gens vivent la vie qu'ils ont envie de vivre et qu'ils payent 5, 10, 15% d'impôts de plus que d'aller, alors, je vais être cliché, mais d'aller au fin fond de la Géorgie parce que créer une société en Géorgie, c'est intéressant, oui, sauf que tu vas peut-être faire un burn-out l'hiver, quoi. J'en sais Ah, rien. c'est clair. Non, non, c'est sûr, c'est sûr. Ok, intéressant. Donc, pour synthétiser tout ça, en gros, Oui. si ta boîte, elle est en France, que tu vends en France, que tu habites en France, c'est illégal. Si, pour Alors, ça, je vais vas-y. bah, tiens, ça va être cool pour tous les gens qui écoutent. Les croyances, là où est ton compte bancaire, ça change rien. Ok, Tu as dit là où on vend, là où sont tes clients, on s'en fout. Regarde Amazon. Alors, on s'en fout pas totalement, notamment avec le cas de Dubaï, qui est un cas particulier. Mais par exemple, Amazon, ils ont des centaines de milliers, voire enfin, même des millions de clients en France, ils ne payent pas d'impôts. Donc, le compte bancaire, pas d'incidence. Carte d'identité, pas d'incidence. Là où sont tes clients, pas d'incidence. Les trois choses primordiales, il n'y a que trois choses. C'est pour ça que la fiscalité internationale, c'est intéressant. C'est quel type de structure tu as, transparente ou opaque, opaque fiscalement, où est le siège de l'entreprise et où est-ce que toi, tu es résident fiscal. Et après, il y a la notion, oui, de contrôle de l'entreprise, pour simplifier. C'est tout. ok, ok. Beaucoup plus clair. Ok, très bien. Voilà. Et est-ce que c'est possible de faire des optimisations fiscales internationales si on est salarié? J'ai pas la réponse. Forcément que oui. Alors, je réfléchis. On va avoir du portage salarial, mais ça va pas être ouf, à mon avis, enfin, selon moi. Alors, malheureusement, le salarié, c'est beaucoup plus dur à optimiser. Pourquoi? Parce que la majorité de l'optimisation se fait avant la rémunération. Et le gros problème en France, qu'on soit salarié ou dirigeant, c'est la rémunération. Et c'est pour ça qu'on a eu notamment les débats sur la taxe Zuckman et qu'on parle des super riches. C'est qu'en fait, eux, ils optimisent via leur société. Notamment, je crois qu'on le voit beaucoup sur les réseaux sociaux. Je crois que Elon Musk, il se verse $1 de salaire et le reste, c'est toutes ces formes de dividendes et des trucs comme ça. En fait, c'est le gros problème, c'est la rémunération du dirigeant, la rémunération du salarié. Donc, ma réponse, désolé, mais le meilleur moyen d'optimiser sa rémunération en tant que salarié, c'est d'avoir un minimum de salaire et d'optimiser avant. Bien sûr. Ok, Et très c'est bien. là où, par exemple, sur les 16 leviers d'optimisation que j'ai trouvés, il y en a 8, par exemple. Alors, ça va être des trucs tout bêtes, hein, mais tout ce qui est chèque cadeau, tout ce qui est chèque vacances, tout ce qui est chèque machin, c'est des petits trucs, mais bout à bout, ça fait. Mais une fois de plus, moi, c'est voilà, c'est mon avis, ça me fait chier de remplir des CERFA, des compagnies en France, quoi. Bien sûr. Ouais. Ok. Euh, c'est quoi la différence selon tout, enfin, c'est quoi la différence de ton point de vue entre l'évasion fiscale et l'optimisation fiscale? Parce que souvent, je trouve qu'il y a des gens qui ne comprennent pas vraiment la différence. Bah, je me suis jamais vraiment posé la question, mais moi, l'évasion, c'est pas légal, l'optimisation, c'est légal, Ok, on est d'accord là-dessus. Ok. tout simplement. Moi, j'ai pas la réponse, mais je pense que c'est ça la définition, hein. Ouais. L'optimisation fiscale, c'est tout simplement utiliser le levier d'optimisation pour payer moins d'impôts, l'évasion fiscale. Et encore, je suis même pas sûr que la définition, c'est que ça soit forcément légal. On doit pouvoir faire de l'évasion fiscale. C'est le fait d'évader des impôts de la France, je sais pas. Mais dans ma tête, moi, évasion fiscale illégale, optimisation Bien sûr. fiscale légale. Ouais. Par exemple, des choses qui sont pas légales, confère à faire Cahuzac, c'est planquer son argent dans un compte bancaire Ouais. sans le déclarer. Ça, c'est pas légal, par exemple. Ok.
Avoir un compte bancaire à l'étranger est légal. Ce qu'il faut, c'est le déclarer en France si on Bien sûr. détient un titre perso, etc. Voilà. Donc Ok, ça, c'est la différence selon moi. ok, trop bien. Et est-ce que tu peux revenir juste sur la résidence fiscale pour être bien Oui. sûr que les gens comprennent la Ah résidence oui. fiscale? Ouais, Ça, c'est j'en ai fait deux ou trois vidéos et je vais en refaire une tous les 6 mois, je pense, parce que c'est un point qui est à la fois très simple, mais à la fois mal compris ou pas compris, ou les gens ne connaissent pas. En fait, je vais essayer de faire un petit schéma pour que ça soit le plus simple ouais, possible. Imaginons que je décide, ou toi tu décides de t'expatrier en Thaïlande. OK? Donc, à la base, tu pars de France, tu es en France, tu as le droit de la France ici. ouais. Et puis ici, mon autre main, tu as le droit de la Thaïlande. Et déjà, la première chose qu'on va regarder, c'est est-ce qu'il y a une convention fiscale entre la France et le dit pays. Donc, dans l'exemple, est-ce qu'il y a une convention fiscale internationale? Alors, les conventions fiscales, le nom, c'est soit convention fiscale, soit convention fiscale internationale, soit convention de non-double imposition. C'est la même chose. OK? Donc, on va regarder est-ce qu'il y a une convention fiscale. Comme on l'a vu tout à l'heure, dans la majorité des cas, avec la France, il y a une convention fiscale. Exemple, Andorre, un pays qui a entre 12 et 17 conventions fiscales. J'ai fait une vidéo récemment, donc j'ai fait les recherches. Très peu de conventions fiscales. Mais on va regarder s'il y a une convention fiscale. S'il n'y a pas de convention fiscale, ce qui va être très rare, mais là, on va se référer à ce que tout le monde dit sur Internet, c'est le fameux droit de la France, on va appeler, ça s'appelle le droit interne. C'est interne à la France, c'est le droit de la France. Et donc là, les critères, c'est ceux que tout le monde connaît, c'est l'article 4B du CGI. Est-ce que j'ai mon foyer d'habitation principale en France? Est-ce que j'ai mon job principal en France? Ou est-ce que, et là, les clients vont rentrer en compte, mes centres d'intérêt économique majoritaires sont en France, tous mes clients sont en France, je suis considéré résident fiscal français. Ça, c'est s'il n'y a pas de convention fiscale. Sauf que dans 9 cas sur 10, il va y avoir une convention fiscale. Et donc, la convention fiscale, elle va gérer le droit entre la Thaïlande ici et la France. Et cette convention fiscale, pour que vous vous en souveniez, elle a la primauté, elle a la primeur. C'est donc elle, en fait, qui va gérer ça. Donc, on va oublier le droit interne français, le fameux 4B du CGI, habitation, job ou sans intérêt. On va oublier le droit interne thaïlandais et c'est la convention fiscale qui va avoir la primauté. Et la convention fiscale, elles ont toutes le même modèle, c'est le modèle OCDE, mais grosso modo, on va regarder ton foyer d'habitation principale. Pour faire simple, on va vraiment simplifier, là où tu as un logement à ton nom. Si on n'arrive pas, donc si tu as un logement à ton nom en Thaïlande et que tu n'as plus rien en France à ton nom, tu es résident fiscal de Thaïlande. Si on n'arrive pas à déterminer ton foyer d'habitation, petit aparté, tu pars en Thaïlande, tu es marié, ta femme et ta fille restent en France, tu es considéré résident fiscal français. OK? Voilà, foyer d'habitation principal. Si on n'arrive pas à déterminer ça, on va regarder là où tu passes le plus de temps. Si on n'arrive toujours pas à déterminer ça, on va regarder ta nationalité. Et j'ai eu une fois le cas, si tu as les deux nationalités ou que tu n'as aucune des deux nationalités, par exemple, tu es polonais, tu pars de France et tu vas en Thaïlande, dans ce cas-là, on appelle ça, les deux États vont trancher d'un commun accord. Mais ce qu'il faut que vous reteniez, le droit interne français, oui, s'il n'y a pas de convention fiscale, mais dans quasiment tous les cas, vous aurez une convention fiscale. Donc, c'est vraiment à retenir, c'est foyer d'habitation principal, sinon là où je passe le plus de temps, sinon ma nationalité. Donc, et la plupart des gens, alors moi je le vois, hein, je me fais un petit peu, pas insulter, mais des gens ne comprennent pas sous les vidéos, Ouais, ils disent ouais, mais c'est les 4B du CGI. Non, parce que dans la majorité des cas, il y a une convention fiscale. bien sûr. Ouais. Et ça, c'est un truc super intéressant et c'est la base de. Et justement, c'est pour éviter ce qu'on appelle les conflits de résidence fiscale. Je me permets, je vais te donner deux exemples, ça va parler à tout le monde. Imagine, tu me dis, bah, tiens, je pars de France, je vais faire un tour du monde pendant 10 ans. Et ben, jusqu'à preuve du contraire, tu es résident fiscal français. Tant que tu ne peux pas ce qu'on appelle opposer une Ok. résidence fiscale à la France. Et donc, on le voit aussi sur Internet, les gens qui disent, ouais, mais je suis en mode digital, je suis résident fiscal de nulle part. Non, non, tu es T'es forcément obligé, résident ouais, fiscal d'un pays. Oui, tu es bien forcément sûr. résident fiscal d'un Bien pays. sûr. Voilà. Ouais. C'est comme tu t'es obligé d'avoir une patrie, tu peux pas être apatride, c'est obligé qu'il y a un endroit où bah, c'est chez toi finalement. Exactement. Et donc, le Ouais, meilleur moyen de faire ça, ouais, c'est bah, de faire les choses comme il faut. C'est bien juste, par sûr. exemple, vous remplissez le formulaire 2042 NR. NR, pour s'en souvenir, c'est non-résident. Grosso modo, vous dites à la France, je pars de France. Et moi, le conseil que, Ouais, on va prendre le cas de la Thaïlande, tu arrives en Thaïlande, tu vas soit au Français de l'étranger, soit à l'ambassade, ou sinon, tu demandes un bail à ton propriétaire en Thaïlande ou autre, comme quoi. Si la France, en fait, te dit, OK, monsieur, vous êtes bien gentil, vous êtes parti en Thaïlande, bah, on veut des preuves. bien Bah, sûr. voilà le billet d'avion, voilà le truc, puis terminé. Ouais, 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 ok. Et c'est un concept très simple, mais pas connu, enfin mal connu ou méconnu, parce que les gens raisonnent en droit français. Bien sûr. Alors qu'en fait, ce qui a la primauté, c'est la Ouais. convention fiscale quand il y en a une. Et il y en a Mhm. quasiment tout le temps une avec la France. Carrément. Ok. Et c'est quoi un petit peu les grandes erreurs que les gens font quand ils veulent bah, voilà, s'expatrier, quand ils veulent changer, voilà, changer de pays c'est quoi? Toi, de ton point de vue, tu dis ça, fais attention à ça parce que ça, c'est dangereux. Ça aussi, fais attention. Est-ce que tu as des grandes idées là-dessus? La plus grosse erreur que je vois, c'est les gens qui se disent je reste en France et je mets ma boîte à l'étranger et tout va bien. Ouais. En fait, il faut leur dire que c'est pas légal. Après, ils sont assez grands pour pour prendre leurs responsabilités, Ouais, mais mais ils vont bien s'en rendre compte un jour ou l'autre, quoi. ou pas. Il y a je ne sais combien de personnes
qui ont bah, alors, on va dire que je suis anti-LLC, pas du tout, ça peut être intéressant, mais qui ont des LLC qui payent zéro impôt, qui font tout en France et qui se feront jamais choper. Il y a des gens qui font tout dans les clous avec les boîtes françaises et le fisc a besoin d'argent, il les déboîte, c'est une réalité aussi. Ouais. Donc, mais la plus grosse erreur, c'est ça. La deuxième plus grosse erreur, c'est justement ce qu'on vient d'expliquer, les gens qui s'expatrient sans connaître bah, ce qu'on va appeler un conflit de résidence fiscale et qui ne connaissent pas forcément le droit international. La plus grosse erreur que je vois, alors c'est un peu la nouvelle génération, qui est d'ailleurs assez impressionnante au niveau business, mais qui va aller dans un pays juste parce qu'il y a moins d'impôts plutôt que d'aller. C'est pas une erreur, hein, moi, c'est mon avis personnel, c'est de se dire, bah tiens, je vais aller en Andorre parce que c'est bien, je vais aller à Dubaï parce que c'est bien, je vais aller à Hong Kong parce que c'est bien. Non, on va là où tu as envie de vivre. Donc ça, c'est une erreur que je vois un petit peu. Et après, du coup, tu es un peu emprisonné dans un modèle, je trouve. Mais il n'y a pas. Les gens ont de plus en plus, c'est génial ça d'ailleurs, les gens ont de plus en plus de contenu sur YouTube, Google, bah, ChatGPT aussi. Et donc, ils ont de plus en plus d'infos, donc c'est cool. Mais je dirais quand même la plus grosse erreur, c'est de se dire, ouais, je mets ma boîte à l'étranger, je reste en France, tout va bien. Ok, ça, c'est vraiment la plus grosse erreur. Ouais, c'est clair, c'est clair. Ok. Ou de se dire, je suis résident fiscal de nulle part. Ouais, celle-là, elle revient aussi souvent. Hmm. Et après, il y en a aussi qui connaissent très très bien et qui font exprès de faire les abrutis en mode, ouais, mais de toute façon, je voyage partout dans le monde. Donc, je me verse de l'argent, je ne le déclare pas, comme je voyage tout le temps, personne n'aura le temps de me choper. Ce qui n'est pas faux en vrai, hein. C'est pas légal, attention, ceci n'est pas un conseil en Ouais. investissement. Non, mais Mettre voilà, un c'est petit pas bandeau, légal, c'est. c'est pas légal, mais c'est vrai que ça réduit encore plus la probabilité de se faire choper. Ouais. C'est vrai, il faut dire les choses. Ouais, mais ça réduit la probabilité de te faire choper, mais à un moment donné, le jour où tu reviens dans ton pays, tu te fais arrêter peut-être j'en sais rien, peut-être à l'aéroport ou quelque part. Ouais, mais si tu as été, par exemple, je vais te donner un exemple. Imagine, là, tu pars de France, tu loues un bien en Thaïlande, tu n'as plus rien en France, tu dis à la France, voilà, je suis parti en Thaïlande, tu gardes ce bien pendant 10 ans. Et pendant 10 ans, tu vas voyager 3 mois à Bali, tu vas aller faire 6 mois aux États-Unis, tu vas faire 8 mois au Pérou, tu fais ça pendant 10 ans. Et tu déclares rien en Thaïlande. Et après, tu reviens en France. Bah, légalement, tu reviendras en tant que résident fiscal thaïlandais et tu vas redevenir résident fiscal français. Mais la France ne pourra rien dire parce que tu aurais été résident fiscal thaïlandais avant. Ok. Ceci n'est pas une stratégie. Non, mais voilà, Ouais, en ouais. fait, c'est pour te dire. Écouter Alors, sans faut pas écouter, croire quoi. d'ailleurs que la Thaïlande, d'ailleurs, faut pas croire que la Thaïlande c'est le Far West. En plus, ça ne l'est pas. Pour avoir pas mal de clients là-bas. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que après, c'est juste une question d'appréciation au risque. Moi, par exemple, alors encore plus en étant exposé sur les réseaux, je ne prends pas le moindre risque. Ouais, Mais voilà, voilà, voilà. ouais, bien sûr. Et quand tu quittes fiscalement la France, Oui, tu peux revenir sans problème, on est d'accord. bien sûr, tu peux être résident fiscal d'un pays. Alors, ne serait-ce que par la loi ou aussi par choix. Et après redevenir exactement, ouais. D'ailleurs, ça fait partie des. J'avais rencontré un avocat à Paris qui, lui, était spécialisé dans les exits, je crois, il appelait ça les cash box. Grosso modo, tu as une boîte qui est valorisée des millions, tu veux la revendre. Et ben lui, en fait, ce qu'il faisait, c'est qu'il. Alors, je ne citerai pas le pays, mais il faisait une expatriation. La personne partait vraiment faire une expatriation. Alors, moi, je trouvais que c'était un peu borderline parce que la personne faisait 1 an et 2 mois, 2, 3 mois. Elle revendait sa boîte en étant résident fiscal du dit pays. Ça lui permettait pardon, d'avoir beaucoup moins d'impôts. Et après, il revenait résident fiscal français. Moi, je trouve que c'est un peu jouer 1 an, quitte à faire bien les choses. Autant le faire 2, 3, 4, 5 ans pour ne pas prendre le moindre risque. Mais pour répondre à ta question, oui, on peut très bien être résident fiscal français, après être résident fiscal, par exemple, de la Thaïlande pendant quelques années, puis redevenir résident fiscal français. Et tu peux, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se demandent aussi, tu peux devenir résident fiscal de n'importe quel pays en étant français. Bonne question. Alors, avec les conventions fiscales, j'ai envie de te dire, je n'ai pas la réponse, je vais peut-être dire une bêtise, mais tant pis, je me mouille. J'ai envie de te dire, tous les pays qui ont une convention fiscale avec la France, oui, à mon avis, je ne vois pas pourquoi on serait résident fiscal du dit pays. Après, quand il n'y a pas de convention fiscale, ça va dépendre du droit interne français déjà et du droit interne du dit pays. Je dis une grosse bêtise, hein, je ne veux pas être. Mais imaginons qu'il n'y ait pas de convention fiscale entre la France et l'Irak, il va falloir regarder le droit interne de l'Irak Ouais, et ouais. quels sont les critères pour devenir résident fiscal de l'Irak. Et ça se trouve, les critères pour devenir résident fiscal de l'Irak, je dis une grosse connerie, hein, c'est y avoir vécu pendant 50 ans. Ouais. Et tu as 60 ans. Maintenant, tu ne pourras pas être résident fiscal de l'Irak. Mais philosophiquement, en tout cas, oui, on peut être résident fiscal de n'importe quel pays, je pense, tant qu'on remplit les critères, soit des conventions fiscales, bon, on les a vus, soit du dit pays, en fait. Et qu'on ne remplit plus, dans ce cas-là, s'il n'y a pas de convention fiscale, les critères du droit français. Et est-ce que les conventions fiscales, elles changent? Et si jamais, qui les fait? Tu vois, qui est le juge de paix de la convention fiscale? Qui se dit, OK, là, ce serait peut-être le moment de les changer?
Je vais te dire sûrement une grosse connerie. Alors, toutes les conventions fiscales de mémoire hein, sont basées sur le modèle OCDE. Ok, ouais. Est-ce que les conventions fiscales ont tendance à changer? J'ai envie de te dire pas trop trop. Il y a certaines conventions fiscales qui ont alors toutes, elles ont peut-être un peu des particularités. Par exemple, une que je connais, parce qu'on me la demande souvent, c'est entre les Émirats et la France. Mais j'ai envie de te dire, ça va être les deux, je te dis peut-être une bêtise aussi, hein. Ça va être les deux pays qui vont, eux, décider de peut-être changer des accords sur la convention fiscale. Exemple des Émirats. Pourquoi les Émiratis ont investi immobilier, PSG, etc., les Qataris? Parce qu'il y a eu un avantage sur la convention fiscale. Petit aparté d'ailleurs, si vous êtes à Dubaï, que vous avez une société à Dubaï, mais que vous avez la majorité de vos clients en France, et ben justement, ça, c'est une clause anti-abus dans la convention fiscale entre la France et les Émirats. Et dans ce cas-là, vous pouvez être requalifié en France. Donc, tout, une fois de plus, tu peux le faire. Si tu fais 100, 200, 300 000, c'est pas énorme par an. Si tu fais des millions et des millions, ben moi, je te conseille de ne pas forcément mettre ta boîte à Dubaï. Et encore moins de faire le mariole sur les réseaux sociaux en disant ouais, je suis à Dubaï, etc., en ayant tous tes clients en France. Voilà. Ouais, bien sûr. Ça, c'est une clause particulière. Donc, je Ouais. pense que le modèle est tout le temps le même. Je peux dire une bêtise, hein. Et après, je pense que c'est les deux États qui choisissent. Mais j'ai envie de te dire, ça change pas beaucoup, je pense. Ouais. Je pense, hein. Ok, très clair. Et encore moins de faire des build-in publics de ce que je gagne. Voici ce que j'ai gagné ce mois-ci. C'est encore pire. C'est les gars, ils se tirent une balle dans le pied. Ah bah, je veux bien ton avis là-dessus. Moi, je suis assez partagé. J'ai lu un truc intéressant. Il y a un gars, il disait, en fait, ça n'a pas d'intérêt de partager ce qu'on gagne parce que ça va... parfois, vous allez avoir ceux qui gagnent moins, ça va les rendre jaloux, et ceux qui gagnent plus, ça va les désintéresser. Je me suis dit, ouais, c'est pas con. Mais il y a des fois, tu vois, moi, par exemple, il y en a, ouais, ton avis d'impôt et tout, je sors mon avis d'impôt. Ouais, mais c'est un fake. Bon, allez, laisse Ouais, non, mais tomber. de toute façon, ça sera toujours ça. Ouais. Ouais, donc j'arrête maintenant. Non, moi, ce que je pense par rapport à ça, c'est que, alors personnellement, je vois pas l'intérêt de flex. Voici ce que je fais, voici ce que je fais. Je trouve surtout qu'en fait, c'est dangereux parce que à l'époque où on vit, je sais pas, tu dis, je gagne X milliers d'euros, les gens, ils savent qui tu es. Même si tu habites à l'autre bout du monde, ils peuvent très bien trouver ta famille, ils peuvent très bien te faire chanter. Ça arrivait plein de fois en France. Donc, personnellement, je vois pas trop l'intérêt de faire ce genre de choses. Après, ceux qui le font, je l'entends, je suis pas forcément aligné, quoi. Après, déjà, c'est du chiffre d'affaires. Et puis, par contre, moi, ce qui m'intéresserait en général, ces gens-là, petite balle perdue, ça serait d'avoir les réussites de leurs clients. Ouais, Et c'est ça, clair. ça, on en Clairement. voit beaucoup moins. Exactement, exactement. On est absolument aligné là-dessus. Parce que il faut rentrer du monde, il faut rentrer du monde, c'est très bien. Mais après, pour livrer et que ça se passe bien, c'est autre chose. Bref, on va fermer la parenthèse. Moi, j'ai une question aussi. Ouais. Je sais pas, je suis résident fiscal, je fais une bêtise, à Andorre. Je suis à Andorre, ça se passe très bien. J'ai envie de changer de résidence fiscale. J'ai envie d'aller à. Bah tiens, tu parlais de la Géorgie, j'ai envie d'aller en Géorgie. Comment ça se passe? Est-ce que je fais ma demande auprès de la Géorgie? J'ai mes comptes en banque à Andorre, j'envoie tout. Je fais un énorme virement en Géorgie. Comment ça se passe? Est-ce qu'on peut prendre un autre cas d'Andorre? Parce qu'Andorre a très peu de conventions fiscales. Ok, On va ok, prendre, bah alors, est-ce que tu on veux va- Dubaï, tiens, Dubaï, non, Dubaï, non, Géorgie. on va prendre Belgique, allez, tiens. Allez. Belgique, ou voilà. T'es belge, t'es résident fiscal de la Belgique et tu vas aller en Géorgie. Premier réflexe, ça, c'est vraiment la base de la base. C'est est-ce qu'il y a une convention fiscale? Ouais. S'il y a une convention fiscale, confère ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est ce qui va déterminer ta résidence fiscale, c'est ton foyer d'habitation principal. Si on n'arrive pas à déterminer ça, je le redis parce que c'est vraiment très simple et très important. Si on n'arrive pas à déterminer ça, là où tu passes le plus de temps, sinon tu vas ta nationalité. Donc, grosso modo, tu laisses ton appart en Belgique, tu prends ton appart en Géorgie. Alors, bien sûr, il ne faut pas être abruti et passer un mois en Géorgie et 11 mois en Belgique, mais tu vas être résident fiscal de la Géorgie. Et si tu veux vraiment te sécuriser, et si par exemple, bah, critère numéro 2, si tu as toujours un appart en Belgique et un appart en Géorgie, bah, passe le plus de temps en Géorgie. Et après, ce qu'on va regarder, c'est ton foyer d'habitation principal. Donc, c'est tout bête, mais petit tips, si tu es en Géorgie, prends un abonnement à la salle de sport en Géorgie, Bien prends sûr. tous les contrats eau, gaz, électricité à ton nom en Géorgie. C'est tout bête aussi, si tu fais des stories Insta, des posts Insta, bah, mets plutôt Géorgie plutôt que Belgique, etc. Ça permet de, voilà, Alors, le but du jeu, c'est de le faire comme il faut. Mais si vous voulez le faire de manière artificielle, voilà, un petit peu. Mais, et après, si tu veux vraiment être intelligent et prendre encore moins de risques, moi, ce que je trouve, c'est alors, faut surtout pas, je le redis, changer votre style de business ou de vie pour les impôts. Mais si tu passes vraiment plus de temps en Géorgie et que ton appart en Belgique ne te sert pas forcément à grand-chose, bah mets-le en location. Mets-le Ouais. soit en location longue durée, soit en location courte durée. Et dans ce cas-là, si tu as un contrôle, alors en fait, la personne qui va te contrôler, ça serait potentiellement la Belgique, parce qu'ils vont te rapatrier. D'ailleurs, ça me fait penser à quelque chose. Ils vont dire, mais attendez, monsieur, vous devez payer vos impôts en Belgique. Non, je suis résident fiscal de la Géorgie. Tu peux leur dire, voilà, j'ai mon logement en Géorgie, mon logement en Belgique, il est loué, c'est un investissement. Voilà. Donc, premier critère, est-ce qu'il y a une convention fiscale? Et s'il n'y a pas de convention fiscale, bon courage, il va falloir analyser le droit de la Belgique et le droit de la Géorgie et voir où est-ce qu'on est rattaché. Mais dans la majorité des cas, il y a des conventions fiscales. Et ça me fait penser à quelque chose parce que c'est aussi une réalité. Il ne faut pas oublier que malgré, et moi je suis le premier à le dire,
on va dire, l'avenir de la France reste quand même un pays historiquement puissant. Et donc, je dis une grosse bêtise, tu es expatrié dans un, il n'y a pas de petit pays, hein, mais tu es expatrié dans un pays moins puissant que la France, et ben, le pays va être moins virulent à venir faire chier la France, à dire, attendez, nous, on veut le récupérer comme résident fiscal. C'est aussi une réalité plus de terrain, ça que j'ai vu. Voilà. Ok, très clair. Et admettons que tu as des Voilà. fonds quelque part, je te dis une bêtise, tu commences déjà à brasser un petit peu d'argent. Comment ça se passe? Tu envoies un virement, comment ça se passe? Là où est ton compte bancaire, ça change rien à la fiscalité. Je vais te donner deux exemples très simples, comme ça, toi, pas forcément, mais au moins tous les gens qui écoutent vont le retenir. J'aime bien donner ces deux exemples. Tu as une auto-entreprise en France, ou tu as ta SAS, ta SARL en France. Tu as ton compte Wise, donc ton compte est en Belgique, bah, tu ne payes pas d'impôt en Belgique. Tu as ton compte, alors à l'époque, Revolut. Revolut, c'était pour la petite histoire au Royaume-Uni, puis après, c'est passé en Lituanie avec l'Union européenne parce que tu ne payes pas d'impôt. Donc là où est ton compte bancaire, on s'en fout. Et l'autre exemple aussi, c'est ta société à l'étranger avec un compte bancaire français. Si ta société est bien structurée, que toi, tu es expatrié, ça ne changera pas tes impôts. Donc là où est ton compte bancaire, au niveau de la fiscalité internationale, au niveau de tes impôts, ça ne change rien. Typiquement, tu as ta SAS, tu as ta SARL en France, si tu veux, on te crée un compte bancaire aux îles Caïmans, oui, c'est très bien, tu paieras quand même toujours tes impôts en France. Ok. Donc tu n'as pas besoin de transférer des fonds. Je pense que peut-être ce que tu voulais dire, c'est qu'il y a certains pays pour avoir, et c'est là où on va rentrer dans la différence entre résidence fiscale, résident du pays, etc., nationalité. Mais il y a certains pays, par exemple, je vais te donner il y a des pays, je dis une grosse connerie, mais Bali, peut-être que pour y rester, je crois qu'on peut y rester 3 mois. Si tu veux y rester 1 an ou 2 ans ou 10 ans, je dis peut-être des dingueries, hein, ceux qui sont à Bali, n'hésitez pas à nous reprendre. Mais si tu veux rester à Bali, il va falloir sûrement avoir un permis résident. Et ben, il y a certains pays où pour avoir ce permis résident, il va falloir que tu bloques une certaine somme, 1000, 2000, 3000, 5000, 10 000, par exemple, Andorre. L'Andorre, il faut déposer 50 000 euros à l'autorité financière andorrane Ok, ok. pour pouvoir faire ta demande de permis résident. Attention, le fait d'avoir le permis résident ne veut pas dire que tu es résident fiscal du pays. Bien sûr. Mais en tout cas, il n'y a pas besoin, normalement, d'envoyer de l'argent dans un pays pour avoir la résidence fiscale. Ah Sauf oui, si tu achètes un faux passeport ou j'en sais rien. Et le passeport ne change pas ta résidence fiscale. On l'a dit, ta nationalité ne change rien. ok, très clair. Enfin, il ne change rien, sauf cas très précis. Bien sûr. Ok, très clair. Écoute, j'ai encore deux dernières questions. Vas-y. La première, c'est une question un peu plus personnelle. Je suis curieux d'avoir ton avis. Qu'est-ce que tu penses des gens qui disent, ouais, tu essaies d'optimiser ta fiscalité, tu veux plus trop payer d'impôts en France, tu es un lâche. Enfin, moi, je vois beaucoup ça sur les réseaux sociaux. Voilà, je suis des personnes qui sont expatriées à droite à gauche. Il y a toujours des gens qui disent, ouais, voilà, tu t'expatries, tu es un lâche, machin. C'est quoi un peu toi ton avis là-dessus? Alors, moi, je vais te raconter mon histoire et après, je vais te donner mon avis. Je n'ai pas jamais vraiment réfléchi à cette question. Moi, si tu veux, j'étais le bon élève. À la base, j'ai été kiné. J'ai eu un contrôle abusif de la sécurité sociale, donc une personne complètement malsaine qui a été virée depuis la sécurité sociale. J'ai perdu 60 000 euros. Après, j'ai fait de l'investissement immobilier. Donc, j'ai vraiment joué le jeu 45 lots, marchand de biens. Tu vois, ça me noue la gorge. Ils ont changé la fiscalité en cours de route en étant rétroactif. Troisième chose, j'ai une agence d'acquisition client, belle agence qui tournait très bien. Les trois personnes qui m'ont pu payer à la fin, c'est Total et l'État français. Donc aujourd'hui, j'ai plus de problème, hein, voilà. Je veux dire, j'ai joué, j'ai contribué bien plus que ce que l'État m'a rendu, etc. Donc moi, je suis aligné avec mes propres valeurs. Et puis, je trouve par contre mon discours que j'ai un peu avec les clients, c'est à partir du moment où on vit dans un pays, je trouve que c'est normal de payer un petit peu d'impôts dans le pays. Et après, je vais être un petit peu dur, mais je pense que les gens qui disent ça, qui disent ouais, mais t'es un enfoiré, Ouais, tu fais de l'évasion fiscale, tu fais de l'optimisation fiscale, je pense que c'est parce qu'eux, ils sont jaloux de ne pas pouvoir le faire déjà, je pense. Ouais. Ouais. ou qu'ils n'ont pas le courage eux, de s'expatrier ou de partir. Et donc, en fait, ils projettent leur peur de changement ou de ne pas pouvoir optimiser ou de ne pas gagner assez d'argent sur toi, comme la plupart des haters, hein. Et il faut faire attention aux lovers aussi, j'en parle souvent sur les réseaux. Il y a des gens qui t'insultent, mais il y a aussi des gens qui disent ouais, t'es le plus beau, t'es la plus forte non plus. Donc voilà, mais je pense qu'honnêtement, c'est des gens qui, au fond, n'ont pas le courage de le faire et qui, au fond, se rendent compte que, bah, à force de faire fuir les talents, bah, il va peut-être pas rester grand-chose Ouais. et ça les ramène leur peur. Et moi, j'aime bien les réponses des gens qui disent, bah, une fois que tout le monde sera parti, on verra ce qui restera. Mais je suis pas non plus du tout anti-France. Moi, je suis plus anti-français. Je suis pas du tout anti-France. Je suis plutôt anti-classe politique parce que quand je vois le beau pays qu'on a pour avoir beaucoup voyagé, comment c'est géré, je trouve que c'est un peu dommage. Et d'ailleurs, j'en avais parlé assez récemment. Je trouve que le discours a énormément changé. Il y a 2 3 ans, les gens ils venaient me voir, hein, ils voulaient comprendre. Maintenant, les gens, ils arrivent en mode je veux plus rien payer en France, c'est bon, je suis saoulé en fait. Ouais. Et je trouve que c'est un peu. Là, il y a vraiment une crise de confiance. Et là, je trouve que le problème est bien plus profond que les impôts. Parce que tu vas aller en Belgique, tu vas aller en Allemagne, tu vas te rendre compte que les impôts, tu vas peut-être payer 5 10 de moins, mais c'est pas non plus Ouais, bien miraculeux, sûr. quoi. Mais là, il y a des gens qui sont prêts à s'expatrier, même à payer un petit peu plus d'impôts. Mais pour répondre à ta question, ouais, je pense que c'est les gens qui n'ont pas soit le courage,
soit la possibilité de le faire et donc au final qui sont jaloux. C'est comme quand tu gagnes plus d'argent qu'eux, ils sont jaloux. Le jour où ils gagneront plus d'argent, enfin, jamais personne qui gagne plus d'argent que toi est jaloux de toi en fait, tu vois, tout Exactement. bêtement, hein. Ouais, Voilà. carrément. Ok, très clair, intéressant. Merci pour le retour. Et enfin, dernière question, une personne que j'accompagne m'a posé une question Ah, pour toi, du coup. J'aurais une question concernant le statut à privilégier et l'optimisation fiscale pour le cas d'une résidence en France avec un emploi salarié en Suisse à 60% et une voilà. activité indépendante avec des clients suisses en parallèle. Si tu sais pas, tu sais pas, hein. Alors, c'est une personne qui est salariée en France, mais qui a une. Attends, redis-moi. Non, Refais-la cette moi. personne, elle a une résidence fiscale en France avec un emploi salarié en Suisse et elle a aussi une activité de copywriting en France à côté, avec des clients suisses en parallèle. Ouais, c'est un bordel, quoi. Là où sont ses clients, on s'en fout. Il y a une convention fiscale. Donc, d'où est-ce qu'elle contrôle exclusivement son action? Si on veut rester vraiment dans les clous, hein. Je lui fais grâce des aspects stratégie. Mais si, et là, j'ai envie de te dire, c'est la convention fiscale qui va s'appliquer. Là où sont ses clients, on s'en fout. Donc, si elle fait toute son activité depuis la France, boîte française, si elle fait plutôt toute son activité depuis la Suisse, boîte suisse, à vérifier quand même, parce que je crois que la Suisse est assez chiante, pas dans le mauvais sens du terme, mais si tu es suisse, si tu as des emplois suisses, etc., sur le fait de créer des sociétés peut-être en France ou en Suisse, il faut juste qu'elle vérifie ça. Mais pour vraiment lui répondre, c'est si elle contrôle ou qu'elle fait son activité depuis la France, en fait, elle, dans son cas, ce qui va être important, c'est justement la notion d'agent dépendant et d'établissement stable. Si elle a son boulot en Suisse et qu'elle fait son activité de copywriting le week-end en France, boîte en France. Ouais, Si c'est plutôt l'inverse et qu'elle le fait au boulot en Suisse, c'est tant mieux pour elle si elle le fait, qu'elle arrive à faire ses deux boulots là-bas ou qu'elle le fait entre midi et deux plutôt de la Suisse, Suisse, et bah, c'est sûrement son cas, malheureusement. Si elle le fait un peu des deux, bah, va ouais, falloir essayer un petit peu de trancher. Alors, pour se couvrir, elle prend soit un bureau en Suisse, soit un bureau en France. Mais je pense que c'est un frontalier, donc j'aurais dit plutôt boîte française. ouais, Si la Suisse ne l'interdit pas, je pense que c'est un frontalier ou une frontalière. ouais, frontalière. Ok. Voilà. Très clair. Eh ben, écoute, merci beaucoup en tout cas pour ces précisions. Écoute, Quentin, on arrive sur la fin de cet épisode. C'était hyper intéressant, hyper riche. Où est-ce qu'on pourrait te retrouver si on souhaite en apprendre plus sur ce que tu fais, sur tout ça, si on souhaite prendre un rendez-vous aussi avec toi? Comment ça marche? En général, tu tapes Quentin optimisation fiscale sur Internet, tu vas me Ah trouver. ouais, Non, le mais SEO, ça marche. Ouais, non, quand un salarié, je fais pas mal. Alors, je fais un petit peu enfin, je fais pas mal de contenu, LinkedIn, Insta, TikTok, Facebook, etc. Mais moi, je vous donne mon avis si vous voulez gagner du temps. Et puis, ça permet aussi de vous faire un ordre d'idée. Regardez des vidéos YouTube, j'en ai fait pas mal. J'essaye de simplifier au maximum. Le gros inconvénient que j'ai, qui selon moi est mon plus gros avantage aussi, c'est que j'ai pas justement de diplôme juridique, fiscal, comptable, etc. Et j'en suis plutôt très, très fier. Par contre, ce qui est bien du coup, c'est que bah, je suis un entrepreneur, donc je vais avoir un petit peu le même discours que vous, les mêmes réflexions que vous, Ouais, et vous simplifiez ça au max. Mais honnêtement, YouTube, et puis après, vous verrez, de toute façon, il y aura toujours les liens pour me contacter. Ça sert à rien de prendre des rendez-vous pour prendre des rendez-vous. De toute façon, je le vois. Si c'est pas adapté, j'ai l'honnêteté de dire aux gens, voilà, on annule, je peux pas vous aider, je peux vous aider, etc. ouais, bien sûr. Mais non, YouTube, il y a beaucoup, beaucoup de contenu. Sinon, Quentin Salarié ou Karma, ça se trouve assez facilement. QUA, c'est le karma de Quentin, en fait. QUARMA, voilà. Trop bien. Je mettrai les liens du coup dans la description de cette vidéo. Quentin, encore une fois, merci beaucoup pour ton Avec passage, grand c'était plaisir. super. Et puis à bientôt.